Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Alexandre Saintin. Bonjour Alexandre. Bonjour Hassan. Vous êtes agrégé et docteur en histoire, spécialiste de l'Allemagne nazie et de l'histoire intellectuelle de la France dans l'entre-deux-guerres, et c'est justement le sujet de votre livre, Le vertige nazi, voyage des intellectuels français dans l'Allemagne nationale-socialiste, paru chez Passé Composé. Ma première question est toute simple. Combien étaient-ils ces voyageurs intellectuels, journalistes, écrivains, essayistes à faire le voyage en Allemagne nazie ? Alors, de mon côté, j'ai pu lister aux alentours d'une centaine d'individus. Évidemment, je ne les ai pas tous mentionnés dans cet ouvrage, puisque certains ont composé des récits assez marginaux, soit dans leur correspondance privée, soit dans des journaux intimes. Mais j'ai décidé finalement de retenir ceux qui avaient réalisé les plus longues correspondances, ceux qui avaient répété l'expérience. Soit au travers de leurs écrits publiés, soit au travers d'imprimés périodiques, que ce soit des quotidiens ou des revues hebdomadaires. Et il est vrai que on a plusieurs dizaines de noms qui finissent par apparaître dans l'index de mon ouvrage. Donc effectivement, ils sont assez nombreux. On a même parfois des auteurs très confidentiels, des auteurs régionalistes qui écrivent pour la presse locale, qui font effectivement ce voyage outre-Rhin. Et pour comprendre ce qui se passe en Europe à cette période, vous donnez à un moment le chiffre du tourisme en Bavière pour l'année 1934. Donc cette année-là, 13 508 Français se rendent en Bavière. Ils sont moins nombreux que les Britanniques, qui sont presque 3 fois plus nombreux, moins nombreux que les Hollandais, les Américains, les Suisses. Est-ce que ces séjours d'intellectuels ont concerné également des auteurs d'autres nationalités, ou est-ce que c'est une spécificité des Français ? Non, effectivement, vous avez raison. Le voyage outre-Rhin a attiré de nombreux pèlerins, des pèlerins effectivement venus pour les diverses attractions touristiques ou éventuellement sportives qui avaient été organisées par l'Allemagne nazie, notamment lors de l'année 1936 pour les Jeux Olympiques d'hiver ou les Jeux Olympiques d'été. De fait, on a beaucoup de voyageurs habituels dans cette zone germanique, à savoir les Hollandais et les Britanniques, qui ont une tradition, voilà, de parcours de la vallée rhénane, des grands sites, je dirais, de la culture médiévale allemande, que ce soit Nuremberg ou d'autres bourgades encore de Bavière ou de Thuringe. Et c'est vrai que les Français sont un petit peu moins nombreux, la quantité reste quand même significative. Alors ces touristes viennent majoritairement, donc comme je le disais, pour des questions d'attraction touristique. La propagande allemande reste très efficace pour vanter les charmes des paysages allemands, le paysage traditionnel, romantique, qui a déjà été bien vendu par les propagandes des régimes précédents pour attirer ces voyageurs. Mais là, le nouveau régime, effectivement, attire par ses qualités organisationnelles que, globalement, tous les visiteurs louent. Qui partait ? On rentrera en détail dans l'idéologie de ceux qui partaient, mais vous rapportez en fait que ces intellectuels insistaient souvent sur le caractère particulier, singulier de leur voyage, mais il y a quand même des grands points communs qu'on peut retrouver à tous ces partants, non ? Oui, bien sûr. Majoritairement, ceux qui partent, alors parmi ces intellectuels, ce sont alors des reporters, des envoyés spéciaux, des journalistes qui ont déjà pris l'habitude de voyager en Allemagne avant l'arrivée du régime hitlérien. Donc il y a une poursuite finalement de cette tradition journalistique, de reporters et même de correspondants permanents. Donc une fois les reporters évoqués, on a de grands écrivains qui ont l'habitude également de nourrir leur littérature de voyages à l'étranger. Et ces mêmes écrivains, en réalité, font très souvent alors ce qu'on peut appeler une forme de grand tour renouvelé au XXe siècle, cette habitude aristocratique des XVIIe et XVIIIe siècles qui consistait à parfaire son éducation lors de voyages dans les grandes villes européennes. Et ces écrivains, effectivement, vont également à Moscou,
même un peu plus loin, à Rome, à Madrid, à Londres, et décident évidemment de passer par Berlin ou encore une fois par Munich ou Nuremberg, qui sont les nouvelles Mecques entre guillemets du régime nazi. En plus de ces écrivains, on a également des étudiants, des professeurs qui réalisent des voyages donc plus professionnels pour leurs études ou pour leur parcours universitaire et qui sont également présents. Et ces voyages étaient assez encadrés quand même par le régime nazi. On a l'impression parfois qu'ils sont en fait pris en charge dès la frontière et puis qu'ils ont assez peu de liberté de mouvement et de circulation sur le territoire. Alors c'est vrai qu'on a des organismes qui ont pour fonction de contrôler le passage de la frontière et ainsi de guider les voyageurs au travers du territoire du Reich. Alors toutefois, on n'atteint pas, me semble-t-il, la qualité d'organisation touristique probablement que d'autres agences dans des régimes comme l'Union soviétique à la même époque avaient pu atteindre. Je pense à la Vox en particulier, qui véritablement balisait le parcours de A à Z. Ici, on a effectivement des comités qui travaillent très souvent d'ailleurs de pair avec un jumeau de l'autre côté de la frontière. Alors je pense par exemple au Zollbergkreis, qui est un cercle du Zollberg organisé avant même l'arrivée du pouvoir hitlérien, qui a été repris par les autorités nazies et qui organisait donc des séjours, alors principalement à destination de la jeunesse, des séjours pour la jeunesse française. Et de l'autre côté de la frontière, on a chez nous en France un comité, le comité France-Allemagne, qui est créé en 1935. Alors à l'origine, il est piloté par des représentants d'associations d'anciens combattants. Et très rapidement, ce sont des voyages de jeunesse aussi qui sont organisés et effectivement qui balisent les parcours pour montrer les réalités à la fois artistiques, politiques et sociales du Reich. Il est souhaitable pour le régime hitlérien en fait de démontrer les réussites de la politique hygiéniste, de la politique sociale et même de la politique économique menée par le gouvernement d'Hitler depuis 1933. Et vous l'avez dit, donc c'est le comité France-Allemagne qui est la principale structure d'échange entre les deux pays. Est-ce qu'il y a eu des transferts, enfin des voyages d'intellectuels allemands en France à la même période? Alors, parce que le livre évidemment s'intéresse au voyage des Français en Allemagne, mais est-ce que c'était réciproque? oui, alors on a effectivement une forme de réciprocité puisque il peut y avoir des réunions ou des invitations, alors que ce soit à la Sorbonne, dans le cadre d'institutions plus universitaires. Il y a évidemment une réciprocité par le comité France-Allemagne qui invite des représentants de la jeunesse hitlérienne. En France, on a ce type de réunion à Paris, par exemple, en 1934, où certaines associations de jeunesse font venir les représentants hitlériens. On peut penser à Otto Abetz, qui était effectivement celui qui incarnait la politique franco-allemande dès avant même 1933 et qui s'est imposé comme le représentant de la jeunesse et des autorités allemandes en France avant-guerre et même pendant la guerre. Donc oui, on a une réciprocité. En revanche, on ne peut pas parler d'organismes aussi structurés du côté français pour faire réaliser à ces Allemands ou à ces intellectuels allemands un parcours si bien structuré par la propagande, puisque du côté français, il n'y a pas une volonté de démontrer, en tout cas, les réussites du régime. Et la plupart de ces intellectuels qui se rendent en Allemagne avaient au départ une perception plutôt positive, disons, du nazisme. Il y avait très peu d'opposants qui sont partis. Est-ce que c'est normal? Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'il y a un biais de sélection? Si on est opposant, on ne veut pas forcément aller voir l'ennemi? Ou est-ce qu'il y avait une censure au départ, une restriction des entrées par les autorités allemandes? Oui, alors il est vrai que ceux qui étaient parmi les intellectuels français reconnus comme membres de comités antifascistes, hein, on pense au comité de vigilance antifasciste qui a été monté en France à partir de 1935. C'est vrai que ces intellectuels étaient repérés d'emblée et que le contrôle à la frontière finalement leur était bien plus délicat. Est-ce qu'il y a une opposition ou une censure absolue? La réponse est non, puisque on a malgré tout des intellectuels qui vont réaliser des récits d'opposants ou des récits très critiques qui vont parcourir le territoire allemand entre 1933 et 1936. On en a moins
par la suite. Et il est vrai que Mmh. le régime hitlérien se montre plus scrupuleux dans le contrôle des populations étrangères qui traversent le Reich, en particulier pour éviter, et on le voit à certains moments dans les récits de ces voyageurs, pour éviter les descriptions un peu trop pointilleuses ou un peu trop précises du réarmement allemand à partir de 1936. On a quelques récits qui s'intéressent à ces structures militaires en cours de réhabilitation ou en cours de réarmement. Et il est vrai que les Allemands fouillent les voitures, épluchent les appareils photo pour vérifier si les informations, je dirais, stratégiques ne circulent pas de l'autre côté de la frontière. Donc c'est très clair que on n'a pas une impossibilité totale pour ces opposants de circuler, mais à partir de 1936, je dirais que le verrou se resserre davantage. Et à propos du contrôle qu'exerçaient les Allemands, vous le mentionnez, j'étais étonné de voir que certains intellectuels avaient même pu accéder aux camps de concentration. On aurait pu penser que les Allemands voulaient cacher Oui, ça, mais certains ont réussi à y pénétrer. oui, tout à fait. Alors, on a effectivement Charles Vidrac, Stéphane Preyassel, Marie Paul Vaillant-Couturier finalement qui ont réussi dès 1933 finalement à entrer dans ces camps de concentration. Alors évidemment, chaque visite, chaque description ou article descriptif de ces camps de concentration sont soigneusement, comment dire, contrôlés par la propagande allemande, à savoir que la visite est préparée, attendue. Mmh. On souhaite finalement leur présenter des détenus qui se portent relativement bien. On est encore à une période où le camp de concentration en 1933 sert à redresser politiquement les opposants. On trouve principalement des communistes, des socialistes, des libéraux, quelques objecteurs de conscience qui sont enfermés dans ces camps, et généralement on Mmh. nous les présente dans la presse française à l'époque comme des détenus de courte durée qui sont censés ressortir un jour et devenir de bons nationaux socialistes. Donc il est très clair que ces journalistes français n'ont pas toujours eu accès, évidemment, à l'essence même de ces camps, même si bien sûr plusieurs auteurs ont été suffisamment habiles pour Mmh. décrypter l'intention à la fois politique, mais je dirais anthropologique, de réduction d'une certaine humanité en Allemagne. On n'est pas encore en 1933 dans une politique anti-juive à proprement parler. Ces camps de concentration ont d'abord une fonction politique. Ils deviendront, comment dire, plus antisémites, c'est-à-dire ils serviront d'outils aux politiques antisémites, surtout à partir de 1938, au lendemain de la nuit de cristal, lorsque le camp de Dachau, par exemple, accueillera les premiers prisonniers d'obédience judaïque. Mais Mmh. au tout début, entre 33 et 38, effectivement, les voyageurs français, je pense en particulier à Daniel Guérin, sont particulièrement sensibles. Daniel Guérin est un auteur anarchiste qui s'est intéressé, et c'est un syndical révolutionnaire, comme on disait à l'époque, et il s'est intéressé au mouvement anarchiste tout au long de sa vie d'intellectuel. Et lorsqu'il visite ces camps de concentration, notamment à Oranienburg, il est particulièrement sensible, je disais, à la trajectoire d'opposants politiques allemands qui souffrent particulièrement de la politique nazie. Donc il est sensible évidemment aux communistes, aux marxistes, aux socialistes qui sont enfermés là-bas. Dans votre livre, vous étudiez et expliquez pourquoi ces intellectuels étaient attirés par le nazisme. Et le premier point qui m'a paru important, c'est que la très grande majorité de ces voyageurs étaient jeunes, autour de la trentaine. Et là, ça rejoint en fait l'idée du nazisme, enfin l'exaltation de la jeunesse que proposait le nazisme, avec un esprit arien dans un corps athlétique. Et donc ça, c'est un élément, je pense, structurant, non, pour ces voyageurs, c'est-à-dire une espèce de choc de génération. Absolument, absolument, vous avez tout à fait raison. Bon, c'est le résultat de la mesure statistique que j'ai effectuée sur ces voyageurs. La majeure partie donc d'entre eux ont eu finalement entre 25 et 35 ans. On a très peu de voyageurs âgés qui se rendent outre-Rhin. Comme vous l'avez dit, le régime porte au pouvoir une génération qui apparaît aux visiteurs français comme incroyablement jeune, Mmh. renouvelée, dynamique. Et c'est cette prise de parole par une jeune génération du côté allemand qui marque les Français, et finalement cette
cette sensation, cette impression circule très très vite chez nous en France et elle fonctionne un peu comme une traînée de poudre. Et d'autres intellectuels français, tout aussi jeunes, souhaitent par conséquent voir cette réalisation de leurs propres yeux. Alors, Ouais. c'est sûr que cette réalité générationnelle, elle fonctionne surtout, je dirais, pour des individus qui n'ont pas connu la guerre, la Première Guerre mondiale, dans leur chair, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas réalisée en tant que combattants, mais à qui ou auquel on avait parlé dans les récits de famille de ce combat fratricide, de cette opposition, je dirais pas multiséculaire encore, mais pluridécennale. Et il est vrai que ces intellectuels français voulaient voir qui d'abord étaient ces anciens ennemis, et puis une fois aperçus ces anciens ennemis, ils sont généralement revenus assez enthousiastes des réalisations en direction de la jeunesse, qui était vraiment la priorité du régime nazi. Et il est vrai qu'en comparaison, on trouve dans leurs récits une sorte d'apitoiement sur notre régime politique français, qui est très souvent qualifié de gérontocratie, en somme une sorte de régime de vieux habitués aux différents mandats. Et on a effectivement cette critique très très forte et un appel au renouvellement politique. Et ces jeunes avaient une vraie influence à l'époque sur leurs aînés et sur les politiques, qui étaient donc de la génération précédente? Alors, il semble difficile de parler d'une influence en termes de traduction de politique ou de diplomatie ou de relations internationales. Typiquement, on peut penser à la tentative réalisée autour de Jules Romain, qui était considéré comme un aîné influent, un intellectuel déjà installé, qui a cherché en tout cas à multiplier les contacts avec les représentants du gouvernement français pour influer sur la politique franco-allemande. Et les jeunes intellectuels qui cherchaient à avoir accès à Jules Romain, effectivement, ont multiplié les parutions, les hebdomadaires, les revues. On peut penser à une organisation qu'on a appelée le plan du 9 juillet. Alors, ça faisait référence au 9 juillet 1934, qui cherchait finalement à mettre en place déjà le noyau d'une politique franco-allemande et d'un rapprochement auprès des nazis, avec parmi eux des individus européistes avant l'heure, mais tout à fait honnêtes dans leur démarche afin de préserver la paix, mais d'autres intellectuels beaucoup plus impliqués déjà dans, je dirais, les préceptes, comment dire, extrémistes de la politique nazie, et on retrouvera bon nombre d'entre eux par la suite dans la période de la collaboration très actifs auprès des autorités nazies. Voilà, donc on a effectivement des groupes de jeunes intellectuels qui cherchent, en tout cas, à se faire entendre, mais pas véritablement par l'action politique, plutôt, encore une fois, par des parutions et des appels médiatiques, des appels par la presse à l'échange franco-allemand. Et pour certains d'ailleurs, vous dites que ils étaient aussi pragmatiques et c'était parfois des opportunités d'avancement dans leur carrière en fait, universitaire ou journalistique. Le fait de pénétrer ces cercles d'influence, ça pouvait aussi être une des motivations à leur voyage. Oui, oui, tout à fait. Il y a effectivement une recherche carriériste. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il est bien évident que pour une majeure partie de ces intellectuels qui n'avaient pas forcément ou nécessairement de ressources familiales, de rentes fixes, l'activité de plume était aléatoire, n'était pas forcément toujours rémunératrice, et il fallait assurer, entre guillemets, des revenus plus réguliers. L'échange avec l'Allemagne nazie, le fait d'ambitionner un parcours commun, leur est apparu effectivement comme une piste possible d'évolution de carrière. Certains ont évidemment cherché à exploiter le filon journalistique, puisqu'ils ont multiplié leurs récits dans les revues, parfois quotidiennement. Il est vrai que l'actualité justement germanique était très riche sur cette époque, donc il y avait matière. Mais d'autres ont évidemment cherché, en plus du filon médiatique, d'autres ont cherché une piste d'action politique afin peut-être un jour d'apparaître comme une sorte d'éminence grise d'un nouveau personnel politique français qui se serait à son tour rajeuni, renouvelé, et qui aurait probablement porté
un message, alors pour ne pas dire tout à fait identique au message national-socialiste, en tout cas un message qui recherchait le mimétisme dans la méthode d'exercice du pouvoir. Donc je pense en particulier à des gens comme Bertrand de Jouvenel, à Alfred Fabrelus, à une génération plus ancienne comme celle de Drieux-La Rochelle, qui pendant très longtemps se sont rapprochés par exemple du Parti populaire français de Jacques Doriot, et qui voyaient en Jacques Doriot en tout cas l'individu qui pouvait de manière très charismatique incarner le nouveau chef d'un régime totalitaire à la française. Dans votre réponse, vous avez parlé un moment d'argent et vous décrivez dans le livre les voyages de ceux qui étaient considérés comme des leaders d'opinion. Ils partaient tout frais payés, logés dans des hôtels de luxe. Est-ce qu'on sait si certains de ces intellectuels ont touché de l'argent pour écrire à leur retour des papiers favorables au régime nazi? Alors là, la réalité des sources impose beaucoup de prudence. On a effectivement quelques éléments sur cette rémunération de journalistes et de reporters. Alors pour cela, il y a un historien qui a consacré tout son travail à cette question. C'est Pierre-Marie Dieudonna. Pierre-Marie Dieudonna, en fait, c'est longtemps appliqué à travailler sur la rémunération de la presse française sous les prébendes des régimes hitlériens et fascistes. Et donc, si on veut apprendre véritablement quelque chose là-dessus, il faut aller effectivement le lire. Moi, je m'y suis un peu moins intéressé. Il est très clair qu'on a des groupements politiques, de petits groupements, alors proches des mouvements ligueurs, dans un premier temps, puis par la suite, ces mouvements ligueurs se sont transformés en micro-partis, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, et eux ont reçu des subsides. Alors d'abord de l'Italie fasciste, puis de l'Allemagne nazie. Les sommes exactement, je ne les ai pas là et je ne les ai pas mentionnées dans mon livre, mais oui, on a des rémunérations. Alors je pense en particulier à un auteur intellectuel voyageur qui s'appelait Jean Fontenoy. Jean Fontenoy a travaillé pour l'agence Havas dans un premier temps, puis par la suite il a commis de nombreux articles pour d'autres presses et une presse beaucoup plus engagée à l'extrême droite, et à cet instant on sait qu'il a travaillé avec de l'argent fourni par l'Allemagne nazie, en plus d'être rémunéré par la presse française. L'idéologie, l'argent, l'ego, tous ces éléments de séduction, ce sont aussi les mêmes éléments qui permettent de recruter des espions. Donc on pourrait se demander si certains n'ont pas été recrutés et n'ont pas travaillé pour les services secrets allemands. Bien sûr, bien sûr. Alors ce qui d'ailleurs a amené l'un d'entre eux à être soupçonné d'exercer un travail pour le renseignement français, à contrario sur le territoire allemand. Il s'agissait de Xavier de Hautecloque, qui a réalisé de nombreux récits, dont l'un a été publié sous le titre À l'ombre de la croix gammée. Et au retour de l'un de ses voyages, ce fut son dernier en 1935, il décède dans des conditions et dans des circonstances un peu obscures en l'espace de 3 semaines, probablement empoisonné. Et c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas mentionné dans cet ouvrage, parce que c'est un fait assez connu par ceux qui s'intéressent à la période. En tout cas, la potentialité d'espionnage, et je dirais une potentialité d'espionnage réciproque d'ailleurs en fait, pendant toute la période 33-39, c'est quelque chose que je compte d'ailleurs poursuivre dans mes recherches. Alors il y a un deuxième point qui est important, c'est l'attrait mystique et même religieux qu'a exercé le régime nazi sur ses intellectuels. Certains, et c'est un chapitre de votre livre, ont assisté au congrès du parti à Nuremberg, et les termes qu'ils emploient et que vous reprenez à dessein sont vraiment empruntés au vocabulaire religieux. Vous parlez de messe, de concile, de culte, de nouvelles religions païennes. Donc ça, c'était un élément attracteur très puissant pour ces intellectuels, non ? Oui, complètement. C'est véritablement d'ailleurs à compter de ces visites et à Nuremberg lors des congrès du parti que je dirais la magie entre guillemets
politique, propagandiste du régime hitlérien opère véritablement sur nos visiteurs français. On ne les compte plus, hein, mais on a une foule de récits qui manifestent en fait les qualités d'organisation, la foule parfaitement effectivement rythmée et rodée aux différents moments du congrès du parti qui durait aux alentours d'une semaine à chaque mois de septembre que le régime a pu compter. Et il est vrai que cette organisation, puis les prises de parole, je dirais des leaders de la jeunesse hitlérienne en particulier, ou des mouvements plus syndicalistes. Alors on a un grand mouvement syndical en Allemagne hein, qui noyaute complètement les différents secteurs d'activité économique, ça s'appelle le Front du Travail, le Deutsche Arbeitsfront, et ce Front du Travail a beaucoup impressionné les visiteurs français qui, lorsqu'ils défilaient, en particulier lors du congrès de Nuremberg de 1935, manifestaient ce que les visiteurs appelaient une joie enthousiaste, mais au sens propre, c'est-à-dire une joie qui porte vers les cimes, qui porte vers les dieux, un chemin qui, en tout cas, qui les guide tout droit vers l'apothéose, puisque ces jeunes ne semblaient pas, selon les observateurs, hein, ne semblaient pas manifester, comment dire, une quelconque contrainte dans leurs actions. Ils les réalisaient de bon gré, de bonne volonté, et c'est vrai que c'est ce sérieux accompagné d'un relatif enthousiasme qui a marqué les observateurs. En plus de ces impressions, vous évoquiez le caractère quasi religieux de ces moments, et c'est vrai que c'est un point important, c'est un point essentiel. Et alors néanmoins, s'ils sont subjugués par l'aspect organisationnel et le faste, ils se sentent quand même un peu étrangers à ça. Ces intellectuels français qui sont catholiques comparent ce nouveau culte plutôt à l'islam parfois. Je donne 2 exemples. Maurice Bedel dit à propos de la formule Heil Hitler, n'est-ce pas ainsi que les Arabes musulmans invoquent Allah dans les politesses qu'ils échangent? Et puis Bertrand de Jouvenel dit on est véritablement devant une sorte de religion. Ce jour, c'était le culte du travail qu'on célébrait, le lendemain, ce sera le culte du souvenir, le surlendemain, le culte de la jeunesse, et puis le culte de la force. On n'a rien vu de semblable depuis Mahomet. Là, le fait qu'ils comparent ça à l'islam montre quand même peut-être qu'ils ont un peu de recul et qu'ils se sentent un peu étrangers à toute cette mise en scène, non? Oui, c'est vrai qu'il y a une, comment dire, malgré cet enthousiasme ou le fait d'être un peu subjugué par ses qualités organisationnelles, demeure encore une forme d'altérité. C'est-à-dire que l'étrangeté de ces phénomènes leur apparaît toujours assez clairement, être à la fois happé mais en même temps un peu en dehors. Lorsqu'on est spectateur de ces congrès, c'est véritablement ce que ces voyageurs nous transmettent dans leurs récits. Alors les comparer effectivement à ces mouvements islamiques, il y a d'autres récits qui éclairent un peu cette comparaison ou cette assimilation. Il s'agit pour eux d'évoquer une transe. Certains évoquent des rites soufis au point où finalement la danse en même temps que les rituels et les paroles psalmodiées sont prononcés ou sont réalisés. Il est vrai que l'étourdissement semble s'emparer à la fois des acteurs et des spectateurs. Et donc c'est aussi en ce sens que les congrès de Nuremberg ou les nouveaux cultes ou les nouveaux moments forts du régime hitlérien sont étudiés ou en tout cas sont décryptés par les voyageurs. Et c'est vrai que la comparaison avec l'islam est marquante. C'est vrai que probablement pour s'en démarquer, puisque ces voyageurs ont majoritairement quand même une obédience chrétienne et catholique. C'est probablement pour cela, pour s'en démarquer, mais je dirais que c'est aussi pour évoquer ces rites et ces transes auxquels parfois ils ont été confrontés lors de leur propre voyage, justement, soit en Afrique du Nord, soit au Proche-Orient, parce qu'une partie d'entre eux ont aussi voyagé dans ces territoires. Et cette conviction, cette foi catholique était sans doute un élément important pour certains d'entre eux. Donc certains ont vu la façon dont leur corps religionnaire était traité en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
Alors, on a effectivement plusieurs témoignages de ces catholiques convaincus en Allemagne nazie sur le sort de leurs coreligionnaires. Je pense à celui de Robert d'Harcourt en particulier, qui a commis plusieurs récits à ce sujet, qui étaient envoyés par plusieurs grandes revues parisiennes. Il y en a un justement qui s'intitule L'Évangile de la force et qui traduit parfaitement je dirais les méthodes nationales-socialistes. Alors, à la fois de concurrence du message messianique, puisqu'il s'agit bien de réaliser un paradis terrestre tout de suite et ne pas attendre un salut post-mortem. Donc, en ce sens, il y a un message qui vient concurrencer, je dirais, la proposition chrétienne. Et puis, ces récits aussi s'intéressent aux persécutions que certains catholiques allemands ont connues, puisqu'ils ont osé s'opposer, appeler pendant leur culte ou pendant leur messe à une résistance parfois spirituelle, parfois plus matérielle, à la conquête nationale-socialiste des cœurs et des corps. Donc il est très clair que les catholiques français ont été sensibles à ces persécutions. D'autres n'ont rien vu. D'autres ont parcouru ces territoires en s'inquiétant, rien vu c'est excessif, mais en s'inquiétant davantage de la manière dont la jeunesse aveuglément pouvait participer à ces nouveaux rituels, sans précisément analyser le fait qu'il y ait une concurrence ou sans supposer que la foi chrétienne, à proprement parler, pouvait s'évanouir lors de ces nouveaux rituels. Donc, on a par exemple un jésuite qui s'appelle Henri Engelmann, qui est tout à fait étonnant, que je cite d'ailleurs en introduction, et qui a réalisé un voyage dans le courant de l'année 39, de l'été 1939, et qui en tout cas se montre très prudent dans son analyse. Bon, son récit est long, hein, je n'ai évidemment pas pu le produire in extenso, mais son récit est en tout cas très attentif au message, comment dire, de conversion à destination des jeunesses allemandes, et il est moins attentif aux persécutions que par exemple Robert d'Harcourt ou même encore d'autres, alors plus à distance comme François Mauriac, puisque Mauriac ne s'est pas présenté sur le terrain, mais il a entretenu de nombreuses correspondances avec des catholiques allemands. Et c'est vrai que des gens comme Darcourt ou Mauriac, eux, ont été extrêmement apeurés, attristés par les mouvements de persécution dirigés contre je dirais, les leaders d'opinion catholiques allemands. Et il y a enfin une autre catégorie de voyageurs, la plus sinistre sans doute, celle des antisémites convaincus. Sur la centaine d'intellectuels que vous recensez, combien faisaient partie de cette catégorie? Alors, il y a d'abord ceux qui l'expriment très clairement, sans embâge, dans leurs récits. Et sans surprise, on trouve les auteurs qui publient dans l'hebdomadaire Je suis partout, et cela déjà avant la guerre. Parmi eux, on trouve Pierre-Antoine Cousteau, on va trouver également Lucien Rebattet, qui publie des récits extrêmement antisémites, et en particulier Rebattet qui voyagera dans la Vienne de l'Autriche annexée en 1938, et qui se réjouira de la disparition à la fois physique des auteurs et compositeurs de musique d'origine juive, et qui se réjouira également de la disparition de leurs pièces lors des programmes ou lors des menus d'opéra. Donc ceux-là, ce sont effectivement les plus connus, et ils le manifestent. Alors effectivement, sur ceux qui participent à cette presse, je dirais à grand tirage, hein, parce qu'on a quand même des tirages qui sont importants pour ces presses, y compris hebdomadaires, je dirais que ça correspond à peu près à un tiers. Maintenant, il y a tous ceux qui ne l'expriment pas publiquement, mais qui vont en revanche le coucher sur leur correspondance privée ou leurs journaux intimes. Et il est très clair, par exemple, et je sais que ça a attristé beaucoup d'admirateurs du philosophe Émile Chartier, connu sous le nom d'Alain, mais il est très clair que je dirais les papiers intimes et privés, qui n'étaient donc pas destinés à la publication d'Alain, font surgir assez tristement des remarques d'un antisémitisme indéniable. Donc cet antisémitisme, est-ce qu'on peut dire qu'il était partagé par je dirais une majorité de ces auteurs? Bon, c'est une supposition à laquelle je ne me hasarderai pas. Il est très clair
que des antisémites ont pu échapper, à mon scan ou à mon décryptage, puisqu'il ne leur est réservé qu'à leur cercle d'intime. C'est comme ça que je vois plutôt les choses. Vous avez cité le nom de Pierre-Antoine Cousteau. Alors pour l'anecdote, moi le patronyme évidemment m'avait surpris, Mmh. et ce n'est qu'à la 7e ou 8e occurrence, je ne sais plus, dans votre livre, de son nom, que vous dites que c'est bien le grand frère du célèbre commandant Cousteau. Oui, tout à fait. Ça a été d'ailleurs l'occasion il y a quelques années d'une forme de mini scandale afin de savoir si l'océanographe avait partagé les opinions de son frère, avait profité parfois même de certains avantages que son frère aurait pu lui faire parvenir par ses accointances politiques. Bon, je crois qu'en fait là à ce sujet, je pense que si on cherche à établir une correspondance d'opinion à l'intérieur des membres d'une même famille, je pense on se perdrait puisque quand bien même d'ailleurs il y aurait une conjonction ou un alignement des planètes entre son frère et lui, Cousteau, en tout cas le commandant océanographe, n'est pas resté célèbre, et heureusement dans une certaine mesure, pour les mêmes raisons que son frère. Est-ce que ces voyages ont eu des influences sur les voyageurs eux-mêmes? Là, on parlait des antisémites. Ils ont vu la façon dont les Juifs étaient traités, et puis certains, quand même, commencent à prendre conscience et, dans leurs écrits, ont tendance à minorer le sort qui est fait aux Juifs. Est-ce que ces voyages ont fondamentalement changé l'opinion de certains de ces intellectuels? Changer, bon, je dirais qu'ils ont plutôt affiné, renforcé leur point de vue, mais disons que leur perception n'a pas été totalement inversée. Ce qu'ils ambitionnent au départ de leur voyage est toujours plus ou moins confirmé lors de l'exercice pratique même du voyage. Alors je pense en particulier donc à donc Daniel Guérin, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui était donc un opposant qui justement visite l'Allemagne nazie à la fois à la rencontre des jeunes nationaux socialistes, mais surtout à la rencontre des opposants, des résistants, comme il les appelle déjà. Lui part déjà avec cette conviction chevillée au corps que le fascisme, dans son incarnation allemande, n'est ni plus ni moins que le résultat d'une volonté de force capitaliste destinée à écraser les plus faibles. Et son voyage le confirmera et le maintiendra dans cette opinion. Pour d'autres, il est très clair que l'attraction de l'astre noir, comme on pourrait l'appeler, se fait effectivement déjà par les images qu'ils en connaissent, par la presse quotidienne ou par la presse internationale, et cette attraction en fait se renforce et se confirme. Alors malgré tout, on a toujours ça et là des pièces du récit qui se montrent légèrement agacées des méthodes allemandes, y compris parmi les admirateurs du régime. On a toujours cette espèce de réflexe, je dirais à la fois chauvin ou nationaliste, qui surgit dans le texte pour dire précisément il est typiquement allemand de se comporter de cette manière-là, nous ne le ferions pas ainsi. Alors je pense justement à Cousteau qui s'insurge d'un contrôle un peu trop musclé à la frontière. Alors à la fois il s'en plaint à titre personnel, lorsqu'il généralise son cas, il s'aperçoit que le régime ne peut pas faire autrement et qu'au fond il a raison de le faire pour protéger ses intérêts nationaux, mais on a malgré tout ponctuellement des formes de réactions nationalistes, y compris chez ceux qui sont le plus admirateurs des réalisations allemandes. La plupart des voyages que vous évoquez ont lieu entre 1933 et 38, avant la guerre. Est-ce que pendant la guerre, ces voyages se sont taris, et est-ce que les visiteurs pendant la guerre sont les mêmes que ceux d'avant? Est-ce qu'il y a des nouveaux convertis? Alors oui, alors on a plusieurs réponses. On a d'abord le fait que ces voyages ont légèrement diminué, bien sûr, parce que les conditions du conflit ne permettent plus une circulation aussi aisée. On a un contrôle des flux qui s'impose pour les raisons militaires qu'on connaît, et par conséquent, avant que les flux soient entre guillemets réautorisés sous l'angle de la correspondance de presse, il faut attendre la défaite française, à savoir
la fin du printemps 1940, pour que les journalistes français puissent à nouveau circuler en Allemagne et rapporter des récits. Deuxième réponse, les individus qui circulent sont effectivement les mêmes, c'est-à-dire ce sont les plus enthousiastes d'avant-guerre qui continuent de retourner et de voyager en Allemagne. On a Robert Brasillac, par exemple, on a Alphonse de Chateaubriand, toujours Lucien Rebattet, qui lui accompagnera même jusqu'au bout les Allemands et les Français collaborationnistes dans leur repli jusqu'à Sigmaringen. Et effectivement, ce sont donc les mêmes personnalités, mais les personnalités déjà attachées au régime avant la guerre. Tous les opposants ont soit disparu, sont soit internés, ou alors internés, c'est-à-dire emprisonnés, ou alors effectivement ils ont décidé d'émigrer et de quitter le continent européen, ou ont pris le maquis côté britannique ou côté nord-africain. Mais en tout cas, ils ne cherchent plus à traverser le territoire du Reich. Votre dernier chapitre, Alexandre, s'intitule Des condamnations et des non-lieux, un dernier récit pour la route. Donc ça parle de la réception de ces intellectuels après la guerre. Il y avait le Comité national des écrivains qui adressait des listes finalement d'opposants. Oui. Et puis les inculpations qui ont été prononcées ont été très variables. Le célèbre avocat Maurice Garçon disait même que des faits similaires, les peines ont parfois été très différentes. Quel effet cela a pu avoir sur la perception de l'action de ces intellectuels pendant ces années-là ? Alors, ce qui était intéressant, c'est que on a connu des années, je dirais entre 45 et 49, 4 années de jugement, de proclamation de sanctions, de condamnation à l'indignité nationale. Alors, pour le crime d'indignité nationale, et précisément, ils sont condamnés à la dégradation nationale, et avec des durées plus ou moins longues, c'est-à-dire une privation des droits civils et des droits civiques. Alors, ces 4 années ont été très intenses, médiatiquement, juridiquement parlant, puisqu'il s'agissait en tout cas d'examiner dans la presse, par voie médiatique, au cas par cas, les faits et gestes de ces intellectuels. C'est très, très marquant de souligner que certains d'entre eux ont payé au prix du plomb leurs engagements. Donc c'est le cas de Brasillac qui a été fusillé en 1945 après un procès extrêmement rapide. D'autres ont préféré s'engager dans une voie suicidaire, c'est-à-dire le combat sur le front allemand face à l'arrivée des soviétiques dans Berlin. C'était le cas de Jean Fontenoy. D'autres encore, comme Drieux-La Rochelle, se sont suicidés. Et puis, il y a tous ceux qui ont, sans avoir eu le courage d'assumer pleinement leur opinion, parce que rien finalement ne les séparait autant de tous ceux que j'ai cités juste avant, en termes d'engagement intellectuel, mais ils ont préféré attendre, passer certains moments à l'étranger, notamment en Suisse. Je pense toujours à Alfred Fabrelus, qui est véritablement une figure incontournable de cette collaboration intellectuelle et de la réécriture de son passé, puisque lorsqu'il est finalement condamné, on apprend à 10 ans d'indignité nationale, on apprend en épluchant les archives qu'il a minoré son action à la fois pendant la guerre, mais surtout qu'on ne dirait absolument rien de ses textes et de ses engagements d'avant-guerre qui sont là pour le coup tout à fait libres de pression, puisqu'il prend la parole sans la présence de l'occupant sur le territoire français. Il prend la parole médiatiquement pour engager ses propres opinions, et il la prend dès 1933 pour saluer l'action eugéniste du régime hitlérien. Puis par la suite, en 1936, dans un journal qui s'intitule L'Assaut, prendra la parole encore davantage pour souligner et reconnaître avec ébahissement le succès des méthodes totalitaires. Et donc, ces individus, comme Fabrelus, vont avoir une carrière post-Seconde Guerre mondiale, avec une capacité à réécrire leur passé dans des ouvrages où ils essaieront non pas de se justifier, mais bien à l'inverse, et c'est une technique bien connue désormais, des menteurs et des affabulateurs, la technique consiste à non seulement réécrire le passé, mais à se présenter comme la victime, et à définir finalement de manière inversée le camp des résistants et le camp des agresseurs.
en ce sens que le camp des agresseurs serait celui des résistants officiels, communistes ou gaullistes. Le camp des agresseurs, ce sont les anglo-saxons. Et le camp des résistants, ce sont les purs nationalistes, pétainistes ou collaborationnistes, qui ont finalement cherché à sauver la substantifique moelle de la France, de l'identité française, et que, encore vivant aujourd'hui, ayant bénéficié des lois d'amnistie de 1951, ce sont des lois qui les ont blanchis et qui leur ont redonné leurs droits civils et leurs droits civiques, eh bien, ces individus se sont appliqués, alors qui à la faculté, qui dans la presse nationale ou un peu plus confidentielle, ils se sont appliqués à retrouver une position, je dirais, intellectuelle, politique, médiatique. Certains ont participé à des journaux d'extrême droite sans se cacher, et d'autres ont, par exemple, poursuivi leur carrière au Figaro, par exemple, sans aucun ennui particulier, et même sans aucun scandale, je dirais, de positionnement moral. Pour conclure, je voudrais qu'on dise un mot sur la couverture de votre livre. Comme souvent chez Passé Composé, elle est très réussie. Merci. Alors, il y a d'abord un choix de teintes violette et brune dont on comprend bien la signification. Et puis, l'illustration, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, l'illustration représente en fait une autoroute réalisée en 1936 qui relie Munich à Berlin. Donc, un des premiers achèvements des infrastructures autoroutières nationales socialistes. Et on se trouve ici entre la Thuringe et la Bavière. C'est un pont qui enjambe la rivière Saale. Donc, ça s'appelle le Hirschberg-Saalbrück. Précisément. Et c'est vrai que cette autoroute existe toujours. Le pilier avec la croix gammée et l'aigle impérial qui apparaît sur la couverture a été dynamité. Et dans les années qui ont suivi l'effondrement du bloc de l'Est à partir de 1989, ce pont a été finalement le symbole de la réunification entre RFA et RDA, puisqu'on se situe précisément à la frontière entre ces deux anciens territoires de guerre froide. Et le dessin, c'est un dessin ici réalisé dans le cadre d'une propagande de 1936 pour un organisme donc des autoroutes et du système autoroutier allemand. Et c'est vrai que les couleurs sont assez réussies, et les contrastes proposés par les graphistes de Passé Composé sont une excellente idée. Merci beaucoup Alexandre Saintin d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Le vertige nazi, voyage des intellectuels français dans l'Allemagne nationale-socialiste. C'est donc chez Passé Composé et disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour commenter, vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux et partager et faire connaître ce podcast. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Merci à vous.